Bonjour à tous, je laisse de suite la main à Fanny pour ce nouveau module. À toi Fanny. Merci Christophe. Écoutez, bonjour à tous. Je suis contente de vous avoir en visio. Je ne sais pas si on s'est tous eu au téléphone encore, mais moi je suis Fanny, donc le service juridique. Donc service juridique, si jamais il y a des questions en droit immobilier, vous m'appelez et puis on en discute et on y répond, on trouve une solution. Le but c'est d'avancer. Et on avance toujours quand on s'est au téléphone. Aujourd'hui, la matinale, enfin la visio, c'est sur le mandat. C'est quand même la base et le socle de votre démarrage d'activité. Le mandat de vente, c'est important. Le mandat de vente, le mandat de recherche, c'est important quand même d'avoir quelques notions. On va voir ensemble surtout ce que c'est, mais surtout comment est-ce qu'on le remplit, à quoi il faut faire attention, quels sont nos arguments de vente. Alors tout à l'heure, j'entendais, je crois, Nathalie ou Valérie parler d'exclusivité en espérant que vous aurez l'exclusivité. On va voir ensemble aussi quelques tips et conseils pour essayer d'avoir l'exclu. Alors, je crois qu'il y a Christian qui est connecté avec Guylaine et peut-être que Christian et Christophe aussi, peut-être qu'ils auront des arguments commerciaux à vous donner pour chercher à avoir une exclusivité. D'abord, on va voir ensemble comment est-ce qu'on le remplit, qu'est-ce que c'est le mandat, pourquoi c'est important, et puis au fur et à mesure, on avancera. Alors, je commence sur le mandat. Alors, Guylaine, du coup, tu verras pas mon écran, malheureusement. Ce que je vois, c'est dehors. Mais s'il y a des questions intérieurement, vous m'écrivez, on s'appelle, et puis on essaye de tchatcher aussi en messagerie là, de tout meeting. Alors, le mandat de vente, déjà, qu'est-ce que c'est? Le mandat de vente, c'est un contrat. C'est un acte juridique entre vous et votre client. Donc, c'est un acte juridique obligatoire et préalable à votre activité. Ça, c'est vraiment votre définition de mandat. C'est un acte juridique contractuel, obligatoire, préalable à votre activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que c'est un document qui doit être signé avec votre client avant tout démarrage de service. Le service qu'on rend, c'est soit on met en vente le bien qu'il a, donc c'est un mandat de vente, soit on met en location, donc là on prend un mandat de location, soit on recherche un bien et là c'est un mandat de recherche. Donc c'est un service qu'on propose à un client. Pour ce service-là, préalablement à l'exercice de ce service, on signe un contrat avec notre client et le contrat c'est le mandat. On parle en général de mandat de vente et je pense qu'on parlera plus facilement ensemble de mandat de vente. Mais sachez que tout ce qu'on va voir ici, ça s'applique aux autres mandats. Il y a plusieurs typologies de mandats. Là, on va principalement se focaliser sur le mandat de vente, mais il y a le mandat de recherche aussi. J'étais avec un agent là avant vous sur une question de mandat de recherche. Il y a le mandat de location, il y a le mandat de cession de fonds de commerce, il y a le mandat alors le mandat de gestion, ça concerne plutôt Angèle et la partie ma location. Mais il y a différentes typologies de mandats, de services qu'on rend à des clients. Donc ici, le mandat de vente, ça nous concerne nous avec un vendeur. Donc on a un vendeur qui nous demande de mettre en vente son bien immobilier. Il signe avec nous un mandat de vente et c'est le mandat AXO que vous avez là sous les yeux pour ceux qui voient l'écran qui est partagé. Je vous ai partagé le mandat AXO qui est utilisé dans 50% des cas par les agents. Aujourd'hui, on a quand même une grosse majorité d'agents, en tout cas la moitié quasiment, qui utilisent MyNotary. Donc, on a soit la possibilité de remplir ce mandat AXO-là que vous voyez, qui est conforme à la réglementation. Donc, on le revoit un peu tous les ans. Tous les ans, on ajoute peut-être un petit truc, mais en fait, là, ça fait quand même 2 ans qu'on n'a plus rien touché. Tout simplement parce qu'il a été contrôlé par la DGCCRF il y a 2 ans à peu près et que la DG nous a dit ok, la DG nous a dit ce mandat il est bon. On a peut-être dû juste rajouter un truc concernant Blocktel, mais à part ça, le mandat a été validé à plusieurs reprises et notre mandat est bon en la forme. Donc utilisez bien ce modèle-là ou le modèle MyNotary. Le modèle MyNotary, pareil, il reprend ce modèle-ci, donc les 2 mandats sont bons à la forme. MyNotary, tout le monde voit ce que c'est, parce que je vais en parler aussi un peu. C'est OK pour Nathalie? Non. Non. Moi non plus. OK. Alors, MyNotary, en fait, c'est un outil qu'on utilise aujourd'hui depuis quelques années aussi.
qui nous permet de faire des mandats en ligne, numériquement. Donc, Maëva a peut-être dû vous en parler lorsqu'elle vous a installé. Et on en reparlera à la formation la semaine prochaine. Mais MyNotary, en fait, aujourd'hui, c'est un mandat numérisé. Donc, en fait, on remplit sur le PC le mandat avec le client, on lui envoie en signature électronique. En grosso modo, c'est ce mandat-là, mais en version numérisée sur un outil qui s'appelle MyNotary. Je peux peut-être, j'ai pas rentré mes identifiants MyNotary. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la formation et je vous montrerai juste après à quoi ressemble un mandat MyNotary. Donc aujourd'hui, on bascule, je vous dis 50% des agents quand même ont basculé sur MyNotary. Mais si vous voulez, oui. Excuse-moi, c'est une application qui est jumelée avec MyAdapt ou pas? Parce que j'essaie de… Oui, tout à fait. Voilà, mais j'essaie de le télécharger, j'ai pas réussi. Ok, bah il faut réessayer. Tu peux appeler Maëva. Alors pour ceux que ça intéresse MyNotary, vous pouvez appeler Maëva pour en discuter avec elle, qu'elle vous ouvre des accès. Mais si, c'est couplé avec Adapt et il faut juste créer ton compte. Alors je te dis juste, il y a peut-être une démarche en plus à faire, mais je pense pas. Je vais essayer de vous montrer en même temps que je te parle. J'essaye de me connecter tout de suite à MyNotary pour vous montrer à quoi ça ressemble. Moi, je vous recommande vivement, pour vous qui arrivez, d'utiliser aussi le numérique et on en parlera ensemble, mais les signatures électroniques, c'est quand même l'avenir, quoi. Et ça vous évite de faire des fautes ultérieurement de questions d'exemplaires de mandat, mais on va en rediscuter ensemble. Donc, MyNotary, pour ceux que ça intéresse, appelez Maëva et on va en discuter. Là, on reste déjà sur le mandat. Le mandat doit être, vous qui commencez, prenez toujours ce réflexe-là, le mandat doit être signé avant toute opération. Quand je dis opération, tout exercice d'activité, de mission pour un client. Signez votre mandat. Votre mandat, en fait, c'est votre contrat de travail quasiment avec votre client. C'est ce qui fonde votre droit à rémunération. Si vous n'avez pas de mandat, vous n'avez pas de rémunération certaine. Ça veut dire que vous pouvez rendre un service, vendre un bien, mais si vous n'avez pas de mandat, votre commission n'est pas acquise. Donc, prenez ce réflexe-là et vous l'aurez dans tous les cas parce qu'on a quasiment jamais ce problème-là, de faire signer un mandat toujours et de le faire signer avant d'exercer votre mission. Là, on se concentre sur le mandat de vente, AXO, qui est un mandat qui est un peu lourd, mais c'est parce que du coup, il y a un formalisme strict. C'est un mandat en 4 pages. Le mandat MyNotary est un mandat encore plus long, je crois, mais qui reprend les infos AXO. Première page du mandat, page obligatoire. Pour ceux qui feront signer en papier, vous devrez toujours avoir au moins 2 exemplaires. Donc, ça veut dire imprimer 2 fois le mandat pour ceux qui veulent se rendre chez les clients, qui veulent faire signer en version papier. Retenez qu'il faut toujours faire signer 2 mandats. Un mandat pour votre client, qui sera une version originale, et puis un mandat pour vous que vous enverrez au siège AXO. Nous, ici, on archive tous les mandats papier. Pour vous, vous passerez la semaine prochaine, vous pourrez faire un tour dans la salle des archives, vous verrez à quoi ça ressemble. On a toute une salle d'archivage de mandats, avec les mandats qui se suivent chronologiquement et depuis le début de l'activité, quoi. Donc, pour vous qui ferez peut-être signer les mandats papier, retenez la règle des 2 exemplaires, ça c'est super important. Votre client doit toujours repartir de sa signature avec un exemplaire original, avec un mandat original qu'il aura signé. Attention, j'insiste, les mandats qui seraient signés manuscritement, papier, vous ne pouvez pas envoyer un exemplaire par mail, donc faire une copie chez vous. Vous ne pouvez pas non plus ne pas donner d'exemplaire à votre client. Donc, vous qui irez chez votre client avec un mandat papier, pensez à venir avec 2 exemplaires de mandat à remplir. Donc, ça fait quand même plusieurs pages à avoir sur soi. Je commence sur le mandat AXO. Donc, la première page, c'est une page d'information précontractuelle obligatoire. Donc, si vous remettez votre mandat papier à votre client, cette page-là doit être remise au client. On ne peut pas en faire abstraction. C'est une page obligatoire qui est propre au mandat et qui fait part des différentes informations
sur l'agence AXO, donc avec les mentions légales. Si vous cherchez un jour les mentions légales, sachez qu'elles sont ici. Elles sont ici elles sont aussi en pied de page, juste là. Ce document-là est obligatoire, info précontractuelle, les infos légales de la société, la durée du mandat. La durée du mandat, alors parfois ça interroge, le mandat AXO, c'est un mandat qui est valable 2 ans, 24 mois. Je fais une aparté là-dessus. Quand vous prendrez une option, mandat simple, mandat exclusif, l'option, elle est valable tout le temps de la durée du mandat. Par exemple, vous prenez une exclusivité, c'est souvent la question. L'exclusivité, elle est valable 2 ans, sauf si vous changez l'option en cours de route. Et on y reviendra ensemble. Vous pouvez faire en cours de route, après 6 mois de mandat, vous pouvez faire un avenant au mandat pour basculer l'option. Donc, la durée du mandat, par principe, c'est un mandat qui est valable 2 ans. Le mandat prend fin lorsque le bien est vendu ou si le client dénonce. Donc, pas d'étonnement jusque-là. Le contrat valable 2 ans, il prend fin si la prestation est arrivée à son terme. Vous avez loué, vous avez vendu. Et du coup, c'est la prestation que vous rendiez est terminée, le mandat prend fin. Ou si le client dénonce le mandat, ou si vous-même, vous décidez de mettre un terme à ce mandat. Et l'option est valable tout le temps du mandat, jusqu'à ce qu'elle soit changée. Ça, parfois, ça vous interroge et parfois, vous donnez un mauvais conseil à votre client. L'exclusivité, si vous la prenez, si votre client prend une exclusivité, l'exclusivité, elle est valable tout le temps du mandat jusqu'à ce qu'elle soit changée en mandat simple. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ou pas sur la durée? Oui. Ok. Si on prend un mandat, donc la durée de 2 ans, on vend la maison, une question, on vend la maison et puis la vente capote, on va dire. Comment ça se passe? Le mandat continue de courir ou il faut refaire un mandat? C'est une bonne question, du coup, c'est bien que tu la poses. Ton mandat, il est valable 2 ans. Ça veut dire que tant que le délai de 2 ans n'est pas passé, ton mandat est valable. Donc, s'il n'y aura pas de mandat à refaire, faudra repartir sur le même numéro de mandat. Donc, tu re-signeras, alors tu re-signeras pas, tu repartiras avec ton client sur une remise en vente, sous réserve que ton client ne dénonce pas ce mandat. Parfois, on a des clients qui décident de dénoncer les mandats, qui sont un peu vexés, et qui décident de s'arrêter là. Dénonciation égale fin de mandat. S'il n'y a pas de dénonciation, la prestation se poursuit. D'accord. Donc, remise en vente, probablement avec, et ça on en parlera aussi, probablement avec un avenant qui sera fait ultérieurement, parce que peut-être que tu auras une baisse de commission ou peut-être que tu auras une baisse de prix. On va voir toutes les notions d'avenant et d'annexe. Mais en tout cas, pour te répondre, tu restes sur le même mandat. Tant que le délai de 2 ans n'est pas expiré, c'est ton mandat qui fait foi. Ok. Merci. Okay. Les honoraires, donc la durée du mandat, les honoraires, on va en parler sur le mandat. Les honoraires, sachez qu'ils ne sont pas pris comme ça aléatoirement, ils sont pris d'après un barème d'honoraires. Donc, vos honoraires, c'est votre tarif. C'est le tarif, la prestation que vous rendez. Là, on parle d'une prestation de mise en vente, mais ça peut être une prestation de recherche de locataires, de recherche de biens aussi. Cette prestation-là, elle a un coût. Et je vous expliquerai pourquoi il ne faut pas non plus brader vos honoraires. Vos honoraires sont pris d'après un barème que je vous montrerai. Le droit de rétractation du client. Donc là, je vous fais la liste des mentions sur la première page, l'info précontractuelle. Le droit de rétractation, sachez que votre client, mais ça c'est valable pour tous les contrats signés à distance, donc à distance électroniquement, ou chez le client, à son domicile directement, c'est tous les contrats AXO qui sont signés en général à distance ou chez le client. Et dans tous les cas, comme vous êtes agent co, ce sera toujours ce droit-là qui s'appliquera. Le client qui signe votre mandat, il a 14 jours pour se rétracter. Il y a une rétractation qui est, c'est la loi, c'est généralisé pour 90% des mandats. Seuls les mandats signés en agence par un agent immobilier et papier manuscritement, ce qui est quasiment plus le cas aujourd'hui, seuls ces mandats-là ne sont pas impactés par cette rétractation. Pour le reste, tous les mandats signés électroniquement
sont impactés par ce droit de rétractation-là, les mandats signés chez le client aussi. Donc, le droit de rétractation, le client qui signe à distance ou en rétablissement a la possibilité de se rétracter pendant 14 jours. Donc, il vous signe un mandat aujourd'hui le 19, comptez 14 jours. Il a 14 jours à compter du 19 pour se rétracter. Donc, attention, vous pourrez commencer à mettre en publicité, vous pourrez commencer à faire des visites, mais attention, parce que votre client peut se rétracter dans ce fameux délai-là des 14 jours. En général, on n'a pas de souci avec ce droit de rétractation et en général, on n'a pas forcément beaucoup de clients qui profitent de ça. Sachez-le quand même que vos clients peuvent se rétracter. Sachez aussi parfois que ça, c'est plutôt ce qu'on utilise pour nous pour récupérer des affaires. Votre client qui aurait signé un mandat avec Safety, avec Orpi ou avec Stéphane Padua, s'il a signé aujourd'hui et que finalement il n'a plus envie, il a envie de passer avec vous en exclusivité, sachez qu'il a une rétractation de 14 jours avec ces agences-là. Donc, cette rétractation-là, elle nous impacte, mais elle impacte aussi les autres concurrents. Et parfois, ça nous profite parce que ça nous permet de récupérer des affaires en exclusivité. On aide le client à se rétracter dans ce délai-là. Et une fois la rétractation faite, on récupère le mandat en exclusivité. Donc, ça impacte tout le monde immobilier. C'est parfois un avantage pour nous qui récupérons des mandats exclusifs parce que le client ne veut plus passer avec l'agence, il veut plutôt passer avec vous en priorité. Et le RGPD, mais ça, j'en parlerai pas. Donc, sur la première page, info précontractuelle, mention légale, si vous les cherchez à son là, durée du mandat 2 ans, honoraires qui sont pris d'après un barème, et droit de rétractation de 14 jours, le client peut se rétracter dans ce délai-là. S'il y a des questions, vous les mettez en chat et on y répond. Je passe au mandat AXO à remplir. Alors, tout ce que vous allez voir là, c'est reporté sur MyNotary. J'ai essayé de me connecter aussi en même temps. Le mandat AXO à remplir, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que vous savez déjà, alors je ne pose pas la question à Christian, tu ne répondras pas. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on prend un numéro de mandat? Oui. Ouais. Oui. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment tu as fait pour prendre ton numéro? On fait le 09 72 12 13 87. On donne notre numéro de négociateur, notre mot de passe et on nous donne notre numéro de mandat. Ok. Donc, en effet, il y a un numéro de téléphone à appeler. Je vais vous le mettre dans le chat. Pour ceux qui ne savent pas encore, est-ce que tout le monde savait comment est-ce qu'on prenait un numéro? Oui. Non, moi je ne savais pas. Ok. Et bien, Guylaine, du coup, je t'ai mis alors un numéro de téléphone dans le chat. Si tu veux, je te le renverrai ici. Non, je l'ai, j'ai accès à lui. Ben voilà, là, tu peux l'enregistrer dans ton répertoire. C'est ton registre des mandats. Ok, super. Donc, si demain, tu veux prendre un mandat, réflexe, tu appelles ce numéro-là, c'est un serveur automatique, c'est un robot, et ce robot va te délivrer un numéro de mandat qui sera propre à toi, à ton registre, et qui suivra le dernier numéro qui a été donné. Donc, si Nathalie prend un numéro à 11h34 et que tu en prends un à 11h36, les numéros vont se suivre. Tu auras le 3 et enfin Nathalie aura le 3, tu auras le 4 par exemple. On est plutôt sur des chiffres du genre 40 000 aujourd'hui, mais pour te dire que c'est chronologique. Donc tu appelles ce numéro-là, surtout tu l'enregistres pour ne pas le chercher et ça te délivrera un numéro qui sera propre à toi, à ton enfin, ça suivra une chronologie. Ok, super, c'est noté. Le numéro est en chat, donc n'hésitez pas à l'enregistrer, c'est un conseil que je vous donne pour ne pas le rechercher ultérieurement. Donc ici, pour ceux qui voient mon écran, votre numéro de mandat, c'est le numéro que le serveur vous aura donné. Et la date, ce sera la date d'aujourd'hui, la date de prise de numéro de mandat, la date de signature aujourd'hui. Et aussi, donc là, c'est votre numéro et sa date de prise de numéro. Les clients sont juste là. Les sous-signés, ce sont les propriétaires. Alors attention, parce qu'il n'y a pas longtemps là, il y a le mois dernier, j'ai eu un problème de propriétaire.
C'est assez étonnant, mais la recherche n'a pas été faite. Finalement, on a fait signer un mandat à quelqu'un qui n'était pas propriétaire du bien qu'on mettait en vente. Un petit conseil que je donne à tous les niveaux, à tous les nouveaux, à tous ceux qui débutent aussi, c'est de demander le titre de propriété ou au moins l'attestation de propriété. L'attestation, c'est un document recto verso que le notaire a remis à vos clients, vendeurs, propriétaires, lorsqu'ils ont acheté, au moins ça. L'attestation de propriété pour savoir exactement qui est propriétaire. Parfois, on a des surprises. Et je vous dis, le mois dernier, j'ai eu l'air bête parce que du coup, sur un mandat, je me suis aperçue que le propriétaire ne l'était pas. Donc, attention. Les qui signent ici, c'est les propriétaires. Mettez bien l'identité de tous les propriétaires. En n'oubliez pas, alors, l'identité, c'est nom, prénom, date de naissance éventuellement, et les coordonnées aussi, mail, téléphone surtout, pour qu'on puisse les contacter. Et de tous les propriétaires. Parfois, on sera en indivision. Est-ce que l'indivision, ça parle à tout le monde? Oui. Ouais, ok. Donc, oubliez personne. Vraiment, j'insiste. Si quelqu'un est propriétaire en indivision, il est propriétaire. Même s'ils sont 3, même s'ils sont 4, même s'ils sont 5, il faut la signature des 5. Il faut l'accord de mise en vente des 5. Sinon, vous ne pourrez pas vendre tout simplement. Alors, vous pourrez prendre votre mandat, mais en fait, au final, votre prestation sera conditionnée par l'accord de tout le monde. Tout le monde devra signer l'acte de vente. Et le problème, c'est que si vous passez à côté d'une signature, déjà, vous allez vexer des personnes. Et puis, au final, votre prestation, vous n'êtes jamais certain de la réaliser. Donc, les sous-signés, tous les propriétaires, faites bien le point sur qui est propriétaire. Vous ne faites pas avoir. Demandez l'attestation de propriété. L'attestation, elle vous renseignera sur l'identité civile, qui déjà est leur identité civile, et puis elle vous renseignera aussi sur la désignation du bien. Vous n'aurez plus qu'à copier-coller les infos et à les mettre sur votre mandat. Donc mon conseil ici, c'est attestation de propriété et bien faire le point. Vous aurez certainement des situations, vous verrez au fur et à mesure, d'indivision, de succession aussi. Donc attention. Pour solutionner, pour essayer de faire au plus simple, parce que parfois vous vous retrouverez avec beaucoup de personnes et parfois vous n'en aurez que 2. Pour solutionner, n'oubliez pas qu'il y a une procuration qui est possible. Donc ça veut dire qu'une personne peut avoir procuration pour tout le monde. Et s'il faut, moi j'ai un modèle, et s'il faut, il y a un modèle aussi sur ADAPT. Donc la procuration, c'est un modèle de document qui permet à une indivision de donner pouvoir à une seule personne pour signer le mandat au nom de l'indivision. Soit il y a la procuration qui est possible, soit si tout le monde a envie de signer, sur ADAPT, vous avez une annexe qui s'appelle annexe indivision. Donc à ce stade-là, les sous-signés, faites le point sur qui est propriétaire, les identités, faites bien signer tout le monde, et s'il y a trop de personnes, ou si tout le monde n'est pas disponible, pensez à la procuration, pensez aussi à l'annexe indivision qui est sur ADAPT. Fanny, si je peux un peu rebondir sur ce que tu viens de dire. Il est évident qu'au-delà du conseil, c'est même une obligation d'avoir le titre de propriété pour une simple et bonne raison, c'est qu'à un moment ou à un autre, vous allez vendre ce bien. Il n'y a aucun doute là-dessus, hein, on est d'accord. Et quand vous allez le vendre et signer le compromis ou la promesse, le notaire va vous réclamer ce document. Donc, vous devez l'avoir. Voilà ma petite parenthèse commerciale. Autant l'avoir tout de suite et pas le réclamer après. Voilà, c'est ça, pour pouvoir signer rapidement. Moi, c'est vraiment mon conseil de débutant, c'est de toujours demander le titre. Et je constate que tout le monde ne le demande pas, mais c'est dommage. Le titre ou l'attestation, vraiment, conseil de débutant, c'est celui-ci. Vous ne pourrez pas vous louper pour le coup si vous le demandez. Et si vous demandez le titre de propriété, vous aurez aussi d'autres infos sur l'état du bien, sa date de construction, les diagnostics qui ont été faits à l'époque, les points d'alerte aussi. Parfois, on a des questions mérules qui peuvent survenir et on ne savait pas, mais sur le titre, c'était indiqué. En relisant le titre, vous ne pouvez pas faire d'erreur. J'allais exactement dire ça, rebondir sur ça, m'a repris. J'allais dire que le titre de propriété nous donne énormément d'éléments. Comme nous, on rend le mandat, des fois, on n'a pas tout l'historique, etc. Par exemple, on peut avoir le prix qui s'était vendu, qui s'était acheté à l'époque, etc.
On a pas mal d'infos sur les diagnostics également, ça peut être intéressant. Du coup, on peut rebondir. Est-ce que les termites s'étaient réglés? Est-ce qu'il y a eu un contrôle de fait? Est-ce que... Voilà. Bref, ça donne beaucoup d'informations utiles pour la suite. C'est ça. Et je vous donnerai peut-être mes 3 conseils débutants à la fin. Et on en reparlera la semaine prochaine aussi. Mais le titre, c'est mon premier conseil, c'est de le relire, le demander de le relire. Essayez de le systématiser. Faites pas comme les autres, vous contentez pas de... prenez-le, quoi. Ça vous aidera. Qu'est-ce que je voulais dire? Parfois, vous aurez des sociétés. C'est important aussi de le placer parce que en propriétaire, vous n'aurez pas forcément que des personnes physiques. Là, personnes physiques, on est sur du cas classique. Parfois, vous aurez des sociétés. Donc, du coup, il faudra mettre la société en propriétaire. Si c'est une SCI qui est propriétaire, vous mettez la SCI représentée par une personne physique. Une société est toujours représentée par une personne physique. Donc, d'où l'importance d'avoir l'attestation de propriété, c'est de faire le point sur qui est propriétaire. Est-ce que c'est une personne physique? Est-ce que c'est une indivision? Est-ce que c'est une société? Et là, je vous mets un petit truc en chat aussi. Papers, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Papers, c'est la petite révolution qui a 3 ans, qui permet d'avoir toutes les informations sur les sociétés. Donc, si jamais votre propriétaire, c'est une société, si vous voulez avoir toutes les infos dessus, allez sur Papers. Vous allez avoir toutes les infos légales. Si vous faites l'exemple avec Axo, hein, vous aurez tout l'historique Axo, qui est président d'Axo, etc. Donc, le propriétaire, parfois, n'est pas une personne physique. C'est pas grave, c'est une société. Il faut juste bien avoir fait le point là-dessus. Pourquoi c'est important de faire le point aussi? C'est pour le notaire derrière hein, qui va rédiger l'acte. Le notaire doit avoir toutes les infos. Il faut quand même qu'on ait creusé ces infos-là. Donc, le propriétaire. Est-ce que c'est bon à ce stade-là déjà? Là, on n'est que au propriétaire. Tout est bon. Ok, parfait. Guylaine, tu m'arrêtes hein, si jamais tu as des questions. J'ai partagé dans le chat Papers, qui est vraiment... Mettez-le en favori, Papers, sur vos PC. Mettez-vous-le en favori, c'est super utile. Moi, j'utilise tous les jours. Génial. C'est génial. Oui. Je note bien au fur et à mesure. Ok. Et même, pardon, excuse-moi, mais maintenant, ils ont fait Papers Immobilier aussi pour connaître les prix de vente, etc. Les gens ne connaissent pas trop, mais c'est sorti il n'y a pas longtemps et c'est hyper intéressant. Vous verrez, de toute façon, en mettant en favori, il y a plusieurs onglets sur Papers. Donc, vous verrez ça. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, c'est très, très utile. Situation, désignation du bien. Là, pour le coup, là, c'est le bien que vous vendez. Donc, faites bien le point avec votre client sur ce que vous vendez. La désignation du bien, elle figure aussi sur l'attestation de propriété. Donc, d'où l'intérêt de demander l'attestation, de copier-coller, vraiment, faites un truc bête et méchant, mais copier-coller la désignation du bien telle qu'elle figure sur le titre, tout simplement, sa désignation, son adresse, le cadastre, les références cadastrales, vous les aurez sur le titre. Le client ne les connaîtra pas. Je suppose que même nous, en tant que propriétaires, pour ceux qui sont propriétaires, on ne connaît pas les références cadastrales de notre bien. C'est sur notre titre de propriété. Donc ici, désignation du bien. J'attire l'attention aussi sur quoi? Sur la situation parfois juridique. Si vous vendez des appartements, par exemple avec des locataires, mettez si c'est un appartement vendu libre ou occupé. C'est quand même un point assez important à mettre. Donc, désignation du bien ici, juste là. Reprenez le descriptif dans l'attestation de propriété. En général, ça ne fait pas tellement de difficultés. Vous ne trompez pas sur l'adresse. Et puis, coordonnées du notaire. C'est bien d'avoir les coordonnées du notaire aussi qui sera chargé de la vente. D'en discuter dès le stade du mandat avec le client. On fait le point avec lui. Si vous avez les coordonnées, mettez-les ici. Le prix du bien, le prix, c'est d'après l'estimation que vous en ferez. Alors, le client, parfois, veut un prix. Il est fixé sur un prix qu'il a en tête pour des raisons personnelles. Le prix, c'est d'après une estimation, étude de marché. Ça, vous le ferez aussi sans doute la semaine prochaine avec Christophe. Vous verrez Gestimo. Le prix du bien, c'est d'après ce que le client en veut, mais c'est aussi d'après l'étude de marché qui en est faite. Et Gestimo vous éditera un rapport d'estimation complet avec une tranche de prix
pour la mise en vente de ce bien-là. Donc, le prix, c'est d'après l'étude de marché. En général, Christophe, peut-être que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça. Oui, oui, non, ça dépend du prix, enfin oui, du marché, c'est vrai. On le verra avec les outils et la semaine prochaine à Angers. Ce qui est important aussi d'indiquer dans le prix, là, c'est de comprendre les honoraires. Parce que les honoraires Oui, peuvent c'est ce que être à j'allais la ajouter charge. après, Voilà. effectivement. C'est ce que j'allais ajouter. Alors là, attention à ce que je vais vous dire, parce que ça risque de ne pas être compréhensible pour tout le monde. Avant de parler de ce que Christophe disait, ce que je vais vous dire, on va parler des honoraires et après je vais revenir sur le prix. Les honoraires, ils peuvent être pris à la charge du vendeur ou à la charge de l'acheteur. Donc, c'est un micmac immobilier parce que finalement, ça n'a pas tellement de sens. Au final, les honoraires sont toujours payés par l'acheteur. Mais sur le mandat, juridiquement, on peut les mettre soit à la charge du vendeur, soit à la charge de l'acquéreur. En réalité, la seule différence, parce que les honoraires même les honoraires vendeurs sont toujours payés par l'acheteur, et la seule différence ici, c'est la fiscalité qui s'applique. On aura une fiscalité au niveau des frais de notaire plus souple et plus légère si on est en charge acquéreur qu'en charge vendeur. Mais les honoraires peuvent être pris soit acquéreur, soit à charge vendeur. Donc ici, il y a une petite case à cocher. Il y aura une différence sur votre annonce. Alors, on est en train de s'écarter un peu du sujet. Il y aura une différence de rédaction sur l'annonce de mise en vente. Je vous montrerai peut-être une annonce après. Et il y aura une différence au niveau des frais d'acte notariés. Et il y aura une différence sur la rédaction du prix sur votre mandat. La plupart des agents aujourd'hui prennent des honoraires charge acquéreur, tout simplement parce que fiscalement, la charge est moins lourde pour les acheteurs. On a des frais de notaire qui varient, qui sont plus légers. Alors, plus léger, c'est très utopique, hein, c'est pas non plus des grosses différences. Mais la plupart des agents, on a peut-être 70% des mandats qui sont pris en charge acquéreur. Donc, ça fait une différence ici sur le prix. Dites-moi, oui. Je ne vous entends pas très bien, en fait. Tu m'entends pas très bien, Valérie? Oui, non. Je l'entends bien comme c'est Christophe qui parle, mais quand c'est vous, j'avoue, je ne vous entends pas très bien. Ah, parce que Est-ce que ça fait ça Je pour tout le monde? concentrer plus dessus. Désolée. enfin, nous, on entend c'est très ça bien aussi. Fanny, mais c'est vrai que toi, Valérie, du coup, on t'entend pas non plus très très bien quand tu parles. Valérie, pardon. Ouais. Ouais, ça doit être Ça ta doit être un connexion. problème de micro encore. Ouais. Et, Ok. pour rebondir d'ailleurs, Continuez les autres. si je peux me permettre, Fanny, pour rebondir, c'est vrai que c'est une question aussi d'usage dans les régions, honoraires vendeurs, honoraires acquéreurs. Il y a des régions où on est vraiment en honoraire vendeur, hein, notamment dans le sud-est, par exemple. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, sachez, pour vous qui commencez, la seule différence, la vraie différence, c'est sur la fiscalité. On a on en rediscutera après plus tard, là, vraiment, on s'écarte du sujet mandat. Mais la vraie différence, c'est qu'on a une fiscalité plus souple en charge acquéreur. Donc, ça fait une différence en général d'une centaine d'euros, voire 2000 ou 2000 euros, selon le montant de votre commission. Je vous expliquerai pas, je vais pas rentrer dans le détail sur la fiscalité. Simplement, ce que je vous dis, c'est qu'au niveau du prix ici, si vous êtes en charge acquéreur, au niveau du prix ici, vous indiquerez un prix net vendeur. Donc net vendeur, c'est le prix que le client en veut. Vous m'arrêtez si c'est pas compris. Mais charge acquéreur égale ici prix net vendeur. C'est bon pour tout le monde jusque-là, net vendeur. Donc, hors honoraire. Comment? Donc, hors honoraire, alors. Hors honoraire, effectivement, exactement. Donc, charge acquéreur, prix net vendeur, hors honoraire ici. Si vous êtes en charge vendeur, donc si vous cochez pas la case qui est juste là, si vous cochez pas ça ici, et ben dans ce cas, vous êtes en charge vendeur. Si vous êtes en charge vendeur, le prix ici sera un prix FAI, donc commission comprise. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un exemple avec un prix en particulier? Est-ce que je vous mets en exemple, je peux vous mettre un exemple en chat?
Et puis, par exemple, j'essaie de vous mettre un exemple en chat sur... est-ce que j'ai un exemple à vous donner? Par exemple, si on a un bien prix net vendeur à 200 000 euros, si on a un bien prix net vendeur à 200 000 et une commission de 10 000 ici, si vous êtes en charge acquéreur, votre prix ici sera de 200 000. Si vous êtes en charge vendeur, votre prix ici sera de 210. Donc 200 si on est en charge acquéreur ou 210 si on est en charge vendeur. C'est vraiment un micmac juridique, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il... Mais les questions des charges, retenez, voilà, ça a une incidence sur la rédaction du prix dans le mandat. Ça a une incidence fiscale aussi pour l'acheteur. Et après, ça a une incidence aussi sur l'annonce. Mais ça, pour le coup, l'annonce est générée par Adapt. Donc, je pense que ça pose vraiment de difficultés à ce stade-là pour vous. Donc, si on met le prix... Oui. Excuse-moi. Si on le met en charge acquéreur, donc on note le prix net vendeur et les honoraires, on les met plus loin, je suppose. Et les honoraires, tu les mets juste là, à la partie honoraires. Ok. Tu vois, vous voyez bien le partage d'écran que j'ai fait ou pas? C'est petit, mais ça va à peu près. C'est petit le partage d'écran? Alors, je crois que tu peux agrandir un ton écran. Oui, j'ai agrandi un peu, oui. Okay. Oui, j'arrive à le voir moi aussi, je suis avec le portable, mais ça va. Ok, parfait, bon bah parfait. Donc effectivement, de toute façon, Audrey vous redira au niveau de l'administratif, s'il y a quelque chose qui ne va pas, elle vous redira. Mais sachez qu'il y a une différence sur l'inscription du prix, il y a une différence selon la charge que vous avez choisie, charge vendeur ou charge acquéreur. Donc selon que vous avez coché ou pas ici la case. Donc voilà pour la question du prix. Le prix dépend du rapport d'estimation que vous en avez fait, de votre discussion avec le client, ça vous reverrez un peu ça avec Christophe. L'étude de marché doit être faite pour connaître le prix. Et en plus, après, ce sera indiqué en SAI ou en net vendeur selon la charge de la commission. Donc, de toute façon, Christophe vous fera aussi peut-être un petit rappel la semaine prochaine sur ça. Mettez des questions en chat, hein, encore une fois, si c'est nécessaire, et on y revient. Les honoraires, alors tout à l'heure je vous disais, les honoraires, c'est votre tarif finalement, le prix de votre prestation. Les bradez pas parce que parfois on a tendance, alors j'ai plusieurs conseils à vous donner là-dessus, parfois on a tendance à brader un peu nos honoraires pour avoir un mandat, pour être moins cher que la concurrence. Sachez quand même que tous les mois, vous payez des participations AXO. Les participations, c'est pour payer les supports publicitaires. Votre client ne connaît pas le montant de vos participations, mais sachez que les supports publicitaires dont vous profitez ont un réel coût. Ça coûte beaucoup d'argent tous les mois, ne serait-ce que le Bon Coin, se loger, ne serait-ce que les outils aussi qu'on utilise au quotidien, Gestimo, Adapt, tout ça, on paye des prestataires nous-mêmes derrière. Donc, bradez pas vos honoraires. Si on a des honoraires qui sont élevés, c'est parce que derrière, il y a quand même des supports qu'on utilise qui sont payants. Donc, si jamais un jour vos clients ont des remarques à ce propos-là, dites-leur déjà que vos honoraires sont pris d'après un barème que vous devez respecter, et ensuite que vos honoraires servent aussi à financer toute la partie publicitaire. C'est important de le rappeler. Le Bon Coin, ça a un coût énorme financièrement et on n'utilisera même pas que le Bon Coin, le bien ne sera pas diffusé que sur le Bon Coin. Mais tout ça, ça a un coût, c'est pas gratuit. Donc, bradez pas vos honoraires. Vous pouvez faire la différence avec un concurrent en face qui aurait un mandat en concurrence avec vous, mais les bradez pas non plus au point que ce soit presque discréditant pour vous, quoi. Les honoraires sont pris d'après un barème. Je vais vous montrer le barème. Je ne sais pas si je vais vous le montrer. Alors, j'arrête ce partage-là et je vous partage le barème d'honoraires. Alors, il n'est pas là. Je fais juste une parenthèse pendant que Fanny cherche. Comme ça. Oui, ne bradez pas vos honoraires. Évidemment, j'allais rebondir là-dessus. Au-delà des outils, enfin de la communication,
c'est l'ensemble des services que vous mettez à disposition de vos clients et vous verrez, on fera la liste de tous les services que vous avez mis à disposition pour réaliser leur opération et on leur demandera de faire un choix dans ce qu'ils souhaitent enlever comme service s'ils veulent avoir une remise sur les honoraires et je pense qu'ils comprendront mieux comme ça. Voilà, en tous les cas, ne bradez pas vos honoraires. Je suis bien d'accord avec toi, Fanny. Le barème des honoraires, je viens de vous le partager à l'instant. Donc, on a un barème qui est quand même assez souple, c'est pareil, ça date de 4 ans. On a eu une réforme il y a 4 ans sur l'assouplissement des barèmes d'honoraires. Avant, c'était des barèmes à fourchette. Pour ceux qui ont un peu d'immobilier derrière eux, normalement, ce n'est pas votre cas, mais peut-être que les barèmes à fourchette, ça vous parle comme ça. Aujourd'hui, depuis 4 ans, on a des barèmes d'honoraires beaucoup plus souples. Et aujourd'hui, alors en transaction, quand vous ferez de la transaction, votre barème est jusque-là. Donc, en général, on est sur ce topo-là. En général, on est plutôt sur des biens au-delà de 100 000 euros. Pour des biens qui sont à un prix de vente au-delà de 100 000 euros, vous pouvez prendre jusqu'à maximum 10% d'honoraires, ce qui est assez énorme. Vous ne serez pas obligé de prendre 10%, c'est un maximum. Ça veut dire que alors, il y avait une question. Non, j'ai cru qu'il y avait une question. C'est votre maximum. Vous pourrez prendre 2, 3%, 4%, 5%, 6%, jusqu'à 10% sur ce bien-là. Faut pas se brader, c'est pas non plus peut-être prendre des honoraires trop élevés, mais en tout cas, c'est votre taux d'honoraire max. Ça, c'est pour l'immobilier ancien. Pour les terrains, pareil, vous avez un barème d'honoraires pour les terrains qui est juste là. Pour les locaux commerciaux, vous avez aussi un barème d'honoraires qui est juste ici. Et pour la location, vous avez un barème d'honoraires qui est ici. Donc, si vous avez des questions honoraires, n'hésitez pas à aller voir le barème. Alors, pour info, ce barème-là, il est disponible sur le site Axo. Je ne vais pas montrer le chemin, mais il est disponible sur le site Axo tout en bas. Tout en bas du site, si vous allez sur Axo, tout en bas, vous avez notre barème d'honoraires. Vous avez mention légale, politique de protection des données et notre barème. Et Fanny, par curiosité, il y a un minimum ou pas? Un minimum d'honoraires, c'est ça? Oui. Non, il n'y a pas de minimum non plus. Ok. En fait, la règle, c'est maximum jusqu'à 10%. Tu n'as pas de minimum. Alors, en général, en minimum, on prend 1 000 euros. Mais 1 000 euros, c'est vraiment quand tu prends un mandat dans ta famille, par exemple. Mais sinon, tu n'as pas de minimum. Alors, encore une fois, moi, mon conseil, c'est de dire de ne pas se brader parce qu'on a quand même des coûts publicitaires derrière qui sont élevés. Mais pas de règle de minimum. Je vais me permettre de répondre. Excusez-moi, oui. Je vais me permettre de répondre à la question de Nathalie dans le chat en direct. Alors déjà, il est interdit de s'accorder avec la concurrence sur des prix. Ça, juridiquement, Fanny, je pense qu'on n'a pas le droit. Alors, moi, pour répondre à la question de Nathalie, moi, ce que je dis aux agents, souvent, c'est que si vous avez, et c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, si vous avez des mandats en face, si vous avez un concurrent en face sur ce dossier-là, sur cette affaire, vous pouvez essayer de diffuser à un prix légèrement, alors à un prix, avec votre commission légèrement inférieur à celui du concurrent. Le but, c'est que sur Le Bon Coin, l'acheteur clique sur votre annonce plutôt que sur l'annonce de la concurrence. Donc, sur Le Bon Coin, vous serez probablement dans les mêmes pages de diffusion. Essayez d'inciter l'acheteur à cliquer sur vous. Pour ça, l'acheteur, lui, ce qui va l'inciter, c'est de voir que vous êtes légèrement moins cher. Faites la différence de 1 000 ou 2 000 euros par rapport à votre concurrent. Ça incitera un acheteur à cliquer sur vous, mais vous ne bradez pas non plus. Et après, à vous aligner, de là à vous aligner, je pense qu'à s'aligner, en fait, vous n'allez pas inciter l'acheteur à cliquer sur votre annonce. Donc, si vous voulez inciter un acheteur à cliquer sur vous et à vous préférer, vous, pour la visite, il faudra nécessairement faire une différence au niveau du prix. Donc, au niveau de votre commission, il faudra nécessairement que vous preniez une commission légèrement différente de celle du concurrent. Je ne sais pas si vous suivez jusque-là ce que je suis en train de vous expliquer. C'est juste être légèrement moins cher qu'en face pour qu'on clique sur votre annonce et qu'on vous appelle.
Je vais juste conclure là-dessus, Fanny, si tu Vous êtes un permets. attentif de la Mon conseil avant et Oui. tout ça, évidemment, c'est d'avoir un mandat exclusif et de ne pas avoir à vous poser cette question. Vous pourrez mettre les honoraires que vous voudrez. Je pense que voilà, l'idée c'est ça. Exactement. Bah, du coup, ça me permet de poursuivre, parce que là, on était sur les honoraires. J'essaie vraiment de faire défiler le mandat tel que vous le remplirez. On était sur les honoraires, le barème d'honoraires, la question de la charge de la commission, acquéreur ou vendeur, comment est-ce qu'on inscrit le prix. Et effectivement, maintenant, c'est les options. Donc, les options, c'est soit exclusivité, comme Christophe, tu l'as dit, ce qui est l'idéal pour vous, soit le mandat simple. Le mandat simple, vous risquez d'être en concurrence avec d'autres sur ce même dossier. Soit le mandat partenaire. Tout à l'heure, c'est pareil, je ne sais plus qui est-ce qui avait une difficulté ou qui cherchait à devoir obtenir un mandat exclusif. Sachez que le mandat partenaire, c'est un bon procédé pour essayer d'avoir une exclusivité. Le mandat partenaire, c'est un mandat exclusif avec votre client. La seule différence, c'est que votre client, en fait, peut aussi chercher un acquéreur de son côté. Dans ce cas, s'il trouve l'acquéreur, il vous le renvoie et vous partagez la commission. Finalement, le mandat partenaire, c'est une sorte d'intercade avec votre client. Votre client est votre, pas concurrent, mais en tout cas, votre partenaire sur l'affaire. Et s'il vous trouve un acheteur, à ce moment-là, il vous le renvoie, vous faites la vente et vous partagez la commission. Donc l'exclusivité, c'est quand même le summum pour vous. Et je vais vous dire après ce qu'il faut faire en contrepartie. Le simple, bon bah du coup vous avez au moins un mandat, mais vous risquez d'être mis en concurrence avec quelqu'un d'autre. Et le partenaire, c'est ce que vous pouvez proposer à un client qui se poserait la question, qui tâtonnerait. Proposez-lui le partenaire. S'il n'est pas tout à fait convaincu de vous donner l'exclusivité, proposez-lui le partenaire. Vous au moins vous avez une exclusivité. Et votre client, de son côté, est assez libre parce qu'il peut aussi se permettre de diffuser son lien lui-même sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et s'il trouve un acheteur, il vous le renvoie. Vous faites la vente ensemble et il gagne un pécule, il gagne la moitié de votre commission. Donc c'est un moyen pour lui de gagner un peu plus d'argent, de jouer le jeu de la mise en vente et pour vous d'avoir une exclusivité. Donc exclusif, simple, ou partenaire. Partenaire, n'hésitez pas à le proposer. Oui, on reviendra sur le mandat partenaire, Fanny, Ouais. parce que la façon de le présenter est importante. Je présente pas tout à fait de cette façon-là, moi, en tous les cas. Okay. Je le vois vraiment comme un apporteur d'affaires, en fait, le mandat partenaire. C'est lui qui nous envoie des clients, pas tant qui communique dessus, parce que ça viendrait mettre en concurrence son bien avec lui-même, puisque nous, on communique et lui aussi. Mais on en reparlera à Angers, de tout ça. C'est vrai qu'il faut conditionner la communication plutôt aux réseaux sociaux du client qu'au Bon Coin, par exemple. Le client se garde de publier sur le Bon Coin, mais il publie sur les réseaux, ou bien il parle de sa mise en vente autour de lui. Mais Christophe vous en reparlera. En tout cas, le partenaire, c'est un moyen pour vous d'avoir l'exclusivité quand votre client n'est pas trop décidé à vous la donner. Proposez-lui cette option-là. Est-ce que c'est bon pour les options? Je vais faire un petit point sur l'exclusivité, mais avant, est-ce que c'est bon pour les options? Donc, Oui. Trois options possibles. Ça ne marche pas, mon micro. Ah si, vous m'entendez enfin? Oui, c'est bon, Valentin. Ça ne marchait pas depuis tout à l'heure. Je voulais revenir sur juste un point de petites secondes, au pire on échangera en dehors de la formation. Mais sur les mandats que j'ai préparés, moi je me suis mis à charge vendeur. Du coup, je pense que j'ai un peu fait une bêtise. En fait, entre Stéphane et Eric, j'ai l'impression qu'il y a eu mécompréhension sur le sujet. Et du coup, je me suis retrouvé à mettre charge vendeur. Est-ce que y a possibilité de remodifier ça ou sans refaire signer le mandat? Comment ça se passe? Ou je l'ai dans le bus? Tu peux rester en charge vendeur, il n'y a pas de difficulté. Tu peux rester en charge vendeur. Vraiment, pour toi, ça ne change rien. C'est juste pour l'acquéreur derrière. L'acquéreur, il verra. C'est quoi le montant de ta commission et le montant de ton prix ici? Sur celui qui est en ligne, j'ai 9 000 € d'honoraires et le mien est à 159 000. Ok.
Donc, pour ton acheteur, ici, ça fera une différence d'une centaine d'euros sur ses frais de notaire. Si tu veux, en fait, il paiera plus de frais de notaire en charge vendeur, mais ça fera une D'accord. différence d'une centaine d'euros. À mon avis, ce sera une différence de 200 euros. En gros, il paiera 200 euros de plus de frais de notaire sur ton dossier que si tu avais été en charge acquéreur. Ici, c'est pas dramatique. Parfois, on a des différences qui sont beaucoup plus élevées, quand on a des biens beaucoup plus chers et des commissions plus élevées. Mais là, D'accord. c'est pas dramatique. Maintenant, c'est une bonne question. Alors du coup, c'est une bonne question. Comment est-ce que, à ton avis, comment est-ce qu'on peut modifier un Avec un, élément qu'on a indiqué sur le contrat? avec un avenant, Euh, j'imagine? Avec un avenant, en effet, c'est ça, Ouais. effectivement. Ah, c'est qu'il y a des Si clients, j'ai vous pas trop voulez, envie de les recontacter pour leur dire que j'ai fait une erreur et c'est difficile en ouais, fait. c'est pas Et à la très. limite, pour ces vendeurs, en fait, ça change absolument rien. Ces vendeurs ne payent jamais la commission. C'est ces acquéreurs qui paieront la commission. Donc, ces vendeurs, en fait, finalement, ça leur fait ni chaud ni froid, si tu veux. Vraiment, pour eux, aucune différence. Ok. Qu'ils soient en charge vendeur ou en charge acquéreur, aucune différence. Ces vendeurs, eux, ils vont juste encaisser le prix de la vente, mais ils paieront jamais les frais d'acte. Hein. Retenez ça. Vos vendeurs, en fait, ne paieront jamais les frais de notaire. Ceux qui payent les frais de notaire, c'est des acheteurs, toujours, peu importe la charge de la commission. C'est pour ça que c'est un peu un imbroglio administratif, juridique, tout ce que vous voulez en fait. Ah, même au sein de deux agents, ils sont pas forcément d'accord, donc j'imagine que Juste, ça marche juste une sur. chose, Valentin, Oui, ton vendeur, lui, par contre, il a 150 000 net vendeur. c'est ça. Ouais, bah c'est bon. Si tu le proposes à 159, frais d'agence inclus, c'est parfait. Ça change rien. Oh, Ok. c'est ça. Moi, je le serai pour les prochains, quoi. Je mettrai en charge acquéreur et puis comme Et ça. comme tu veux, vraiment, il n'y a pas de règle. Peut-être que les garçons Stéphane et Eric, peut-être que ont une préférence pour la charge vendeur, mais ça ne change rien. Pour ton vendeur, ça ne change rien. Toi, ce que ça va Ok. changer sur ton annonce, c'est que le montant de ta commission sur ton annonce n'apparaîtra pas. C'est tout ce que ça changera. Finalement, tu diffuseras au prix de 159 000 et les personnes qui C'est cliqueront sur peut-être ton ça. annonce ne sauront pas combien tu prends. C'était peut-être pour ce point-là. Alors là, c'était peut-être pour ce point-là, du coup. C'est peut-être pour ça, effectivement, qu'ils ont considéré de se mettre en charge vendeur, c'est parce que derrière, pour un consommateur qui serait intéressé par ton annonce, le consommateur ne connaîtra pas le montant de ta commission, ce qui est différent en charge acquéreur. Mais ça, Ok. cette rédaction-là, elle se fait avec Adapt, c'est généré par Adapt, pour ça que Ouais, de c'est toute pas trop façon, cher. j'ai tous mes mandats, je les ai faits via MyNotary parce que bah, déjà les gens sont pas dans la région, donc enfin les signatures en distanciel, c'est quand même super. Mhm. Et c'est bien d'avoir la version papier s'il y a des gens qui sont dans le secteur pour aller les revoir, pour les relancer ou pour ça peut être un autre point Mhm. stratégique qui peut être intéressant aussi de le faire Mhm. version papier. Ok. Bah écoute, en tout cas, voilà, moi je te dis, tu n'as pas fait de faute sur ça. Bon, bah, ça va, je suis rassuré. Euh, Merci. Donc, les options exclusives partenaires ou simples, la durée du mandat, on en a parlé. Donc, je continue sur mon mandat. La durée, c'est une durée de 24 mois. Les 3 premiers mois sont irrévocables. Alors, ça veut dire que votre client qui signe le 19, il a 14 jours de droit de rétractation pour se rétracter. Passé les 14 jours, il est en 3 mois irrévocables. Ça veut dire qu'il ne pourra pas dénoncer son mandat pendant les 3 mois irrévocables. Donc, ces 3 mois irrévocables-là, retenez-les aussi en tête, gardez-les en tête. Votre Alors, client qui signe a 14 jours pour se rétracter et après, il est tenu avec vous pour 3 mois irrévocables. alors, moi, je fais une parenthèse parce que ça fait partie aussi des blocages que peuvent avoir vos vendeurs à ce moment-là. Tout à l'heure, on parlait de simple, exclusif, etc. Mais la problématique qu'on peut avoir sur un mandat exclusif, c'est je ne vais pas être bloqué pendant 3 mois, quoi, en fait. Donc, ça, c'est c'est la durée maximum légale. C'est-à-dire que demain, vous pouvez très bien, par contre, signer un mandat exclusif d'une durée d'1 mois. Par contre, il faudra le mettre en condition après, le préciser. Et vous verrez que de toute façon, même si vous prenez une durée courte d'1 mois, il va pas résilier le mandat. Votre vendeur, une fois qu'il est engagé, est engagé. Mais ça permet de répondre à l'objection, je ne veux pas être bloqué pendant 3 mois, quoi. Valérie, tu levais la main pour une question ou pas? Je crois qu'elle a levé la main il y a longtemps, Valérie. Oui, je pense aussi.
Non, Ok, mais c'est d'accord. bon, hein, Ok. excusez-moi. De toute façon, on arrive à la fin du mandat. Conditions particulières, c'est les conditions particulières de mise en vente. S'il y a une spécificité quelque part dans la mise en vente, indiquez-la ici. Si votre client a une observation particulière, indiquez-la. La superficie du bien, c'est bien de la connaître, donc vous l'indiquez aussi ici. Les moyens de diffusion, c'est l'ensemble de nos moyens. On a parfois des plaquettes, parfois, si vous voulez remettre des plaquettes à vos clients des différents supports publicitaires. Remettez-la. Vos clients peuvent savoir aussi sur quel site vont être diffusés leurs biens. Les actions particulières, j'insiste là-dessus, actions particulières et modalités de compte rendu. Tout ça, c'est pour les mandats exclusifs ou partenaires. Mandats exclusifs ou partenaires, il faut faire des choses en plus. Si vous êtes le seul agent référencé sur l'affaire, si vous êtes le seul à avoir le dossier en vente, il faut mettre des moyens supplémentaires pour réaliser la mission. Donc, c'est des actions particulières. Typiquement, ça peut être une visite virtuelle, ça peut être une mise aux enchères, ça peut être une remontée d'annonces toutes les semaines, donc remontée sur le bon coin. Donc, ça peut être des choses comme ça, c'est des actions particulières qui vont un peu pimper la mise en vente du bien, faire en sorte que le bien va être diffusé un peu plus activement que si on avait été en mandat simple, donc avec des moyens supplémentaires ou diffusé dans un portefeuille d'acquéreur, etc. Donc, actions particulières, modalités de compte rendu, ça, il faut le remplir quand on est en mandat exclusif. Christophe pourra aussi vous donner des conseils d'actions particulières la semaine prochaine sur ce sujet-là. Donc, le mandat de vente, on vient de voir comment est-ce qu'on le remplissait. Cette page-là, c'est les obligations pour vous, les obligations pour votre client. La clause pénale du mandat qui est juste ici. La clause pénale, c'est le client qui enfreindrait une loi. Enfin, une loi, en tout cas, une obligation. Typiquement, le client est en exclusivité avec vous et finalement, il vend tout seul. Ça peut arriver parfois qu'on ait des clients qui nous fassent ça. Le client qui nous donne une exclusivité ne peut pas vendre seul son bien. C'est une infraction par rapport au mandat de vente et donc on a une clause pénale qui le sanctionne. Et ici, qui le sanctionne de nous verser la commission en intégralité. Donc la clause pénale sert à ça, elle sert à sanctionner votre client lorsqu'il fait une faute au mandat. On aura l'occasion d'en discuter selon vos dossiers, mais votre client a une sorte de règlement à respecter. Le règlement, il est ici. S'il ne respecte pas ce règlement-là par rapport à vous, s'il vous fait une distorsion de concurrence, s'il vous la fait à l'envers, s'il passe en direct la vente avec un acquéreur que vous avez présenté, et bien dans ce cas, il manque au règlement et on peut le sanctionner en utilisant la clause pénale. Et c'est ce qu'on retrouve en jurisprudence. Quand on a des agences qui gagnent contre des clients, c'est parce qu'on a des agences qui ont bien fait leur mandat et qui, dans leur mandat, avaient des clauses pénales qui s'appliquaient. Donc, tout simplement, moi, c'est ce que j'utilise contre les clients parfois, quand j'ai des clients qui ne respectent pas le règlement qu'on leur a imposé. Je ne vous cite pas les obligations, elles sont juste là. Les obligations du client sont là. Et la clause pénale est ici en gras. Donc, tout ça, c'est bien fait. Si vous vous rendez compte un jour qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on s'appelle. Et puis, on mettra le doigt sur ce qui ne va pas et puis on appellera le client ensuite. Le but, c'est de ne pas perdre une affaire, mais c'est d'être aussi présent et d'avoir la commission. Donc, le but, c'est de vexer personne, de rester en présence sur l'affaire et dans le but d'avoir notre rémunération. Donc, je ne fais pas un topo là-dessus, c'est beaucoup de petites lignes, mais c'est le règlement du client et c'est notre règlement aussi à nous, ce qu'on doit respecter aussi. Nous, la déontologie qu'on doit respecter, l'éthique. Et voilà quoi. Donc une petite page sur le règlement de chacun. Et le formulaire de rétractation, votre client qui voudrait se rétracter peut utiliser ce formulaire de rétractation-là pour le faire. Donc voilà pour le mandat. Est-ce qu'il y a des questions? Je fais juste un petit point de 5 minutes sur Tracfin et après j'arrête. Alors juste, non, en fait c'est Guylaine. Est-ce qu'il y a des questions sur le mandat qu'on vient de voir? 14 jours ouvrés ou ouvrables? Que 14 jours à compter de la signature. Donc s'il signe aujourd'hui, c'est 14 jours à compter de la signature du mandat. Donc week-end compris. Week-end compris, effectivement, ouais. Ok.
Finalement, en fait, tu fais 19 plus 14. Et là, c'est ta date limite de rétractation. Ok. Donc, je vous On est conseille d'accord d'utiliser... que, Oui. on est d'accord que moi, je devrais récupérer un logement, enfin, une maison avec des studios euh, début février. Le mandat dans l'agence actuelle se termine le 31. Donc moi, c'est pareil, je dois attendre le 14 pour signer le 14 février, du coup, pour signer le mandat avec le propriétaire. Bah, ça dépend, en fait. Alors, c'est une bonne question. En fait, on n'est pas embêté pour signer des mandats dès lors que le client a un mandat simple. Tout dépend de l'option qu'il a prise avec l'agence. Est-ce qu'il a pris un mandat simple ou exclusif avec l'agence? Il me semble que c'est exclusif Ok. qu'il avait signé. Alors, si c'est exclusif, en effet, c'est une bonne question que tu poses. Si c'est exclusif, faites attention. Votre client doit avoir dénoncé son mandat. Mais attention, la dénonciation, c'est vrai que j'en ai pas parlé. S'il dénonce le mandat, votre client a en principe un préavis de 15 jours. Donc, si vous ne voulez pas le mettre en porte-à-faux avec l'autre agence, dites-lui de dénoncer son mandat. Il y aura un préavis de 15 jours et vous prendrez un mandat ensuite avec lui après la fin de son préavis. Toutes les agences ne respectent pas le préavis. On a des agences qui décident d'arrêter la prestation dès lors qu'elles reçoivent la dénonciation et on en a d'autres qui imposent aux clients de respecter le préavis. Donc là, moi, ce que je conseille aux clients, c'est d'envoyer une dénonciation en demandant une rupture immédiate. Mais parfois, on a des agences qui exigent le préavis. Très bien. Mais c'est une bonne question. Par contre, cas contraire, si ton client avait été en mandat simple, ton client peut signer un mandat avec toi à tout moment. Oui, d'accord. Okay. Donc, ça dépend vraiment de quelle option est-ce qu'il a prise, mandat simple ou exclusif. Bah, je le vois dans la semaine. Je changerai avec lui. Très bien. Merci. Ok. Dans tous les cas, s'il y a des questions par la suite, vous me recontactez. Là, j'ai essayé de vous présenter le mandat AXO. Mais s'il y a des questions de terrain, on s'appelle. Moi, le but, c'est que vous récupériez l'affaire, en fait. Moi, ce que je veux, c'est que vous fassiez l'affaire, que vous la récupériez. Il y a toujours un moyen pour. Donc, même pour toi, Valentin, je suis sûre qu'en regardant le mandat de l'agence concurrente, je suis sûre qu'en regardant le mandat, je suis sûre que le mandat est nul. Ou en tout cas, qu'il y a un moyen de le dénoncer plus rapidement. Ok. Juste un petit point sur Tracfin parce que on voulait quand même l'évoquer avec Christophe. Tracfin, c'est un mot comme ça qui paraît un peu barbare. Tracfin, j'en parle vite fait. C'est d'où vient l'argent. Parfois, vous aurez des acquéreurs qui se... Alors là, on n'est plus du tout sur le mandat. Hein. On est vraiment sur le financement, l'origine des fonds. Vous aurez parfois des acquéreurs qui voudront se positionner sur un bien, mais il faudra contrôler le régime des fonds. Typiquement là, moi j'ai un dossier à plusieurs millions d'euros avec un agent. La question c'est plusieurs millions d'euros, ok, une grosse commission, très bien. Par contre, plusieurs millions d'euros, d'où viennent les fonds? C'est une des questions que j'ai posées à l'agent qui l'a posée au client. Tracfin, c'est d'où vient l'argent? Qui achète? Mais qui vend aussi, parce que parfois on a des vendeurs qui vendent des biens, on contrôle qui achète, qui vend, on contrôle surtout aussi l'origine des fonds. D'où vient l'argent? Est-ce que c'est la banque qui fait un prêt bancaire ou est-ce que c'est un paiement comptant? Ça m'est arrivé une fois sur un dossier, une jeune demoiselle de 30 ans qui avait 1 million d'euros cash. Ça interroge un peu. Ça m'est arrivé aussi une autre fois, des Serbes qui avaient une banque au Kazakhstan. C'est des questions qu'il faut poser à vos acheteurs qui se positionneraient sur le bien, d'où vient l'argent. Quand vous voyez qu'il y a un paiement comptant qui est très très élevé, interrogez-vous de savoir comment est-ce que cet argent a été obtenu. Donc Tracfin, c'est l'origine des fonds, c'est contrôler un peu l'affaire que vous allez réaliser, qui vend, qui achète, comment est-ce qu'on achète, avec quel argent. Est-ce que c'est un prêt bancaire ou est-ce que c'est un paiement comptant? Si c'est un paiement comptant, on creuse un peu. Et puis, c'est s'interroger un peu, c'est m'appeler si jamais vous avez un doute sur un dossier, ce qui n'arrive pas souvent, mais ce qui peut arriver. Et c'est aussi un moyen, Tracfin, je vous le dis. Tout à l'heure, avant vous, j'ai eu une question d'un agent qui m'a été posée. C'est aussi un moyen pour vous de contrôler la solvabilité de l'acheteur qui vous appelle. Votre annonce, elle est en ligne, vous avez un acheteur qui vous appelle pour visiter. Faites une découverte acheteur.
avant de faire visiter à l'acheteur, faites aussi une découverte de solvabilité. Et Tracfin, c'est aussi un moyen pour vous de faire ce travail-là de solvabilité. On ne vend pas un bien à n'importe qui. Encore faut-il s'assurer que l'acheteur soit solvable. C'est un site, c'est quoi? De quoi? Tracfin? Tracfin, oui. Tracfin, c'est mis en place par le ministère, c'est une obligation gouvernementale pour tous les professionnels de l'immobilier notamment, de contrôler l'origine des fonds, de lutter contre le blanchiment d'argent, etc. Mais du coup, il faut qu'on mette en place un processus. Donc, à chaque affaire que vous passerez, à chaque compromis que vous signerez, il faudra avoir fait ce contrôle-là, ce contrôle Tracfin d'origine des fonds. C'est obligatoire. Donc, pour chaque compromis signé, il nous faudra un document Tracfin rempli. Je vous montre vite fait le document Tracfin. C'est pas compliqué en soi. Je vous montre vite fait. Il est là. Alors, c'est ça. C'est ce document-là. Donc, c'est un document qui fait 3 pages à remplir. Identité des vendeurs. On coche ici, on s'assure qu'on a tout recueilli, toutes les pièces ici. Ça permet de refaire un point aussi sur le dossier. Identité de l'acheteur ici. Profession. On coche aussi ici toutes les pièces. On s'assure qu'on a tout obtenu. Et cohérence du financement. C'est surtout ça ici, moi, qui nous intéresse, nous. Il faut faire particulièrement attention à la cohérence du financement. Le prix de vente, le montant et la provenance de l'apport personnel, le montant de l'emprunt s'il y en a un, les revenus mensuels. Tout à l'heure, c'était un peu l'échange que j'avais avec l'agent. L'agent me demandait s'il pouvait mettre dans son annonce quelque chose par rapport aux revenus mensuels d'un acheteur qui voudrait se positionner. Je lui ai dit, non, pas dans l'annonce, mais par contre, au téléphone, tu feras une découverte acheteur. Donc, la découverte acheteur, c'est aussi demander à votre acheteur qui voudrait se positionner qui il est, quelle est sa profession, quels sont ses revenus. C'est votre contrôle de solvabilité, quoi. Et observation éventuelle sur l'opération. Nature de l'opération, prix de vente initiale, prix de vente finale. Surtout, moi, ce qui m'intéresse et ce qui vous intéresse ici, c'est la cohérence du financement. Donc, Tracfin, c'est ce document-là à remplir. Pour chaque compromis signé, il nous faudra ce document-là. C'est un moyen pour vous de refaire un point sur les pièces à demander pour la vente, de refaire un point sur l'identité des parties, de refaire un point sur la cohérence du financement. S'il y a un doute, on en discute. Ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Et si jamais on arrive à faire lier l'acquéreur avec notre courtier, est-ce qu'on a quand même cette démarche à faire ou c'est le courtier qui Oui, s'en tu as occupe? quand même des démarches à faire. Tu as effectivement quand même la démarche à faire. Alors, en général, si tu l'envoies vers un courtier, en général, c'est pour qu'il souscrive un prêt immobilier. Donc, les fonds vont provenir de la banque. Donc, tu as moins d'inquiétude à ce sujet-là. Par contre, tu dois quand même remettre cette fiche-là. Ok. Elle est trouvable sur MyAdapt aussi dans les documents types? Elle est sur MyAdapt, effectivement, ouais. C'est une fiche intitulée « Compromis, fiche d'accompagnement obligatoire ». Je trouve qu'elle est un peu mal intitulée. Il faudrait peut-être la réintituler Tracfin. Oui, parce que du coup, là, je vais noter pour la retrouver, parce que sinon, je ne me rappellerai pas du nom. Ouais, je peux vous le mettre en place. Donc, systématiquement, alors, vous n'êtes pas encore au stade des compromis signés, mais systématiquement, pour chaque dossier, il nous faudra ça. Nous, on est contrôlé par la DGCCRF là-dessus. Hein. Pour chaque compromis, la DG nous demande le Tracfin. Donc, pour chaque compromis que la DG prend dans notre base de données, il faut qu'on ait ce document-là à côté. Et Guylaine, du coup, alors, le Tracfin, on le remplit au moment du compromis. Par contre, ta découverte acheteur, fais-la le plus tôt possible. Si tu veux, quand tu as une visite de bien à faire, tu vas te déplacer, tu vas perdre du temps. Si tu perds du temps avec un acheteur qui est solvable, c'est très bien. Par contre, si tu perds du temps avec un acheteur qui n'est pas du tout solvable, qui n'a pas les fonds d'acheter, ça ne sert pas à grand-chose. La découverte acheteur, je pense que, mais Christophe vous le redira peut-être en formation, je pense que la découverte acheteur, il faut quand même le faire au téléphone dès le stade des premières prises de contact, quoi. Ouais, c'est tout à fait, Fanny, tu as entièrement raison. Et puis c'est à partir du moment où tu auras peut-être un doute sur le client, parce qu'il y a des clients qui sont plus à risque à Tracfin. Donc ceux-là, évidemment, il faudra peut-être aller pousser l'investigation un petit peu plus loin
Mais Et puis sinon, après, si tu as un doute, hein, moi, sur mon client Serbe avec sa banque au Kazakhstan, alors la jeune fille qui avait 1 million d'euros cash, c'est son papa qui avait fait une donation. Mais encore une fois, la donation pose une question aussi. Bon, après, on va pas non plus creuser plus loin. Nous, on pose les questions. Si le notaire veut suspendre, il suspendra. Mais en fait, si jamais on a une affaire un peu trop compliquée, typiquement mes Serbes au Kazakhstan, on n'a pas fait la vente en fait. Parce que ça sert à rien d'aller faire une vente. Qui va interroger le notaire? Parce que le notaire va suspendre. Parce que le notaire aura une obligation de déclaration de soupçon. Comme nous, on a une obligation de déclaration de soupçon. Donc finalement, on ne va pas embarquer le vendeur là-dedans. Parce que si on suspend une vente, le vendeur est suspendu dans sa vente aussi. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on ne sélectionne pas l'acheteur, quoi. On ne fait pas la vente avec lui et on passe outre. C'est assez flagrant à chaque fois, hein, ces dossiers-là, des Russes, des Serbes, des Kazakhstans, des Chinois. Enfin, c'est pas discriminatoire ce que je dis, mais en général, c'est des dossiers qui sortent un peu de l'ordinaire avec des acheteurs et des profils qui sortent de l'ordinaire. Là, on s'interroge. C'est pas systématique, mais engagez pas votre vendeur là-dessus parce qu'on risque de faire une déclaration de soupçon, ça risque de prendre du temps et en attendant le vendeur vend pas. Et au final, le vendeur risque de pas vendre du tout à cette personne-là et de perdre du temps. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on s'embarque pas sur ces profils d'acheteurs-là. On peut refuser de vendre. Comment? On a le droit de refuser de vendre à quelqu'un. Ah bah, toi, un- tu es missionné par le vendeur. Tu en parles au vendeur, le vendeur prend sa décision. Ce qu'il faut lui dire, c'est quand tu as un doute sur le profil de l'acheteur, il faut lui expliquer que bah là, le profil est un peu particulier. Tu lui soumets quand même ce profil-là s'il te fait une offre d'achat et le vendeur prendra sa propre décision. C'est pas toi qui refuse finalement, c'est le vendeur, mais le mieux, c'est quand même de conseiller à son vendeur de ne pas s'embarquer pour ces raisons-là. S'il y a une déclaration de soupçon à faire, ça fait perdre du temps à tout le monde. D'accord. Mais finalement, Voilà, c'est Tracfin. Oui. Tracfin, c'est nous qui allons nous renseigner sur Tracfin ou c'est vous? Alors, Tracfin, c'est toi qui te renseignes sur le profil de l'acheteur. Oui. Donc là, pour le coup, c'est à toi de faire ce contrôle-là quand tu l'as au téléphone. Quand tu l'as en visite, tu fais ce contrôle. Si tu t'aperçois qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, c'est vraiment de l'ordre de la cohérence. Si c'est incohérent pour toi, si c'est bizarre, tu m'appelles, on en discute. Et moi, en général, si je trouve ça bizarre aussi, je te dirais, franchement, t'embarques pas là-dedans. Dis-le au vendeur, explique au vendeur, mais vous n'embarquez pas là-dessus. Parce que vous risquez de perdre du temps, en fait. Parce qu'on risque de faire une déclaration de soupçon, on risque de perdre du temps et de passer à côté de la vente. Mais ça arrive vraiment pas souvent en soi. C'est juste que c'est un contrôle à faire de votre part. Remplir le document que je t'ai montré une fois que le compromis, avant que le compromis soit signé. Et puis on s'appelle si tu as un doute sur une opération. ouais, je pense que 98% des documents Tracfin, il y a aucun soupçon, donc ça se passe bien, quoi. Non, il n'y a vraiment aucun soupçon. Mon Serbe, franchement, c'est arrivé une fois en 7 ans. La jeune de 30 ans qui avait 1 million d'euros cash, c'est arrivé pareil une fois en 7 ans. Ça n'arrive pas souvent. Là, j'ai un gros dossier à plusieurs millions d'euros. La première question que j'ai posée à l'agence, c'est d'où vient l'argent, quoi. Parce que c'est important de se poser la question sur ce type de vente-là. Mais pareil, une vente à plusieurs millions d'euros, je vous souhaite que ça vous arrive, mais ça n'arrivera pas tout de suite, quoi. Je vous le souhaite, hein, mais ça arrivera probablement pas maintenant. Donc voilà, c'est vraiment des profils de vente très particuliers, mais la plupart du temps, vous n'aurez pas d'inquiétude, ce sera des fonds bancaires, des prêts immobiliers, peut-être un peu d'apport personnel, mais qui restera cohérent avec l'affaire. Parce que là, le document qu'on doit remplir, c'est un document sur du déclaratif oral, si je comprends bien, c'est ce qu'on nous donne comme information. Ou est-ce qu'on doit récupérer des documents papier, des... C'est du déclaratif, en effet. Comment? C'est du déclaratif. Alors, c'est du déclaratif. Après, tu peux quand même récupérer, alors s'agissant de l'acquéreur, tu peux quand même récupérer une copie de son contrat de travail, ne serait-ce que ça, pour contrôler quand même un peu qu'il soit bien en poste, qu'il ait bien ces revenus-là, qu'il déclare.
soit une copie de son contrat de travail, soit une copie de son avis fiscal d'imposition. Le but ici, c'est vraiment de contrôler qu'il est cohérent dans ce qu'il te dit. Parce que toi, derrière, tu as un client, c'est ton vendeur, et tu veux que ton vendeur vende à un acheteur solvable. Donc, il faut contrôler ça un peu. Moi, il y a 2 ans, enfin l'année dernière, le 24 décembre, j'ai eu un problème de financement avec un acheteur qui nous avait remis une fausse attestation bancaire. Ça aurait pu être contrôlé bien avant tout ça. Simplement en demandant un peu plus de pièces à l'acheteur. Là, l'acheteur nous a menti depuis le départ. Bref, je ne m'étale pas là-dessus, mais tu peux quand même contrôler en demandant des justificatifs. Ne serait-ce qu'un avis d'imposition. Au moins l'avis d'imposition, tu connais ses revenus. Tu sais si c'est à peu près cohérent avec l'acquisition sur laquelle il se positionne. Parce qu'en effet, des faux, il y en a beaucoup. Donc, faut se méfier aussi des documents qu'on... Ça n'arrive pas toujours non plus, mais si tu demandes un avis d'imposition, au moins tu contrôles la cohérence du financement, la cohérence de la solvabilité. Là, on s'est un peu écarté. Là, c'est plus du tout le sujet mandat, c'est vraiment le sujet financement, mais c'est quand même le cœur le nerf de la guerre, le financement. On achète une maison avec de l'argent et il faut s'assurer que l'achat pourra bien se faire. Si vous voulez, on en discutera la semaine prochaine parce qu'il est déjà 12h30 et je pense qu'on a passé quand même pas mal de temps, même pour vous, sur le sujet. Il y a encore des questions mandat. On pourra en discuter. Je vous montrerai peut-être MyNotary la semaine prochaine où Christophe, en formation, tu leur montreras l'outil. Parce que le mandat vers MyNotary, c'est quand même un support hyper intéressant, MyNotary. Donc, essayez de l'utiliser de plus en plus, quoi. Ou de commencer à un petit peu plus d'infos. Ils donnent un peu plus d'infos que le mandat papier quand même, MyNotary. Ouais, c'est MyNotary. Okay. Ah ouais? Mais... Non. Un tout petit peu plus, parce que là, la partie, par exemple, ajouter le notaire, ce genre de choses, j'ai l'impression que sur le papier, c'est un peu facultatif, alors que sur le MyNotary, il faut vraiment avoir l'info, quoi. C'est pas plus mal, d'ailleurs. Hein. Oui. Bon, merci Fanny. Merci Fanny. Pas de souci. Merci beaucoup. Pas de souci. Bonne semaine à tous et puis on se voit la semaine prochaine. Oui, on se voit la semaine prochaine. Moi, j'avais une petite question justement par rapport à la semaine prochaine. Est-ce qu'on a les infos par rapport au logement, etc. Ça y est, Comment vous ça se avez passe? dû le recevoir par mail tout à l'heure. D'accord. Je parlais trop vite alors, c'est ça? Non, il est arrivé à 9h. Enfin, je sais plus à quelle heure il est arrivé. Non, il est arrivé en même temps qu'on parlait, j'ai vu. J'ai pas reçu de... Ok, bah, je vais regarder ça. C'est Laura qui l'a envoyé. Ouais. Ah, ok. 11h45. On dort tous ensemble. Oula. Ouais. Mais tous dans des chambres différentes, attention. Hein. Bon, Fanny, encore merci. À la semaine prochaine. Merci, Bonne semaine à tous. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, les gars, les filles. Et on se revoit mercredi. Oui. Mercredi, par contre, il y a changement. Mercredi, on parlera de la gestion du temps. Et ça sera que vendredi que vous aurez Maëva, parce que Maëva doit partir en déplacement. Donc, du coup, elle sera pas là mercredi. Ça change pas grand-chose. Mercredi, 10h15 avec moi. Du coup. Ok. Ça vous va? Parfait. Super. Allez, génial. Eh bien, bonne app. Et à mercredi. Bon appétit. Au revoir. À Ciao, mercredi. ciao. Au revoir.